Saviez-vous que beaucoup de seniors ne se rendent pas compte d'où viennent leurs odeurs corporelles? En vieillissant, on a tendance à se concentrer sur les zones évidentes lorsqu'on se lave, les bras, les aisselles, les pieds ou les parties intimes. Mais ce dont presque personne ne parle, ce sont les zones oubliées, ces plis et recoins cachés, où la sueur, les peaux mortes et les bactéries s'accumulent discrètement. Si ces endroits ne sont pas nettoyés correctement jour après jour, ils peuvent produire une odeur particulière qui s'accroche aux vêtements, aux meubles et même à l'air autour de vous. Ce n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est une question de dignité, de confiance en soi et de se sentir frais et respecté. Trop de personnes formidables attribuent ces odeurs à l'âge, alors qu'en réalité, quelques zones négligées sont souvent les principales responsables. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 zones de votre corps que presque tout le monde oublie de nettoyer, surtout en vieillissant. Ce ne sont pas des endroits évidents, mais des recoins discrets qui emprisonnent l'humidité et deviennent, avec le temps, de véritables usines à odeur. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire, comment les nettoyer en douceur, mais efficacement, et comment garder une odeur corporelle neutre, sans gêne. Vous avez pris soin de vous toute votre vie. Vous méritez de vous sentir propre, confiant et respecté, quel que soit votre âge. Restez avec moi jusqu'à la fin, car l'une de ces zones est probablement négligée à chaque fois que vous prenez votre douche, et elle pourrait être la raison pour laquelle les autres remarquent quelque chose que vous ne sentez pas vous-même. Allons-y. Commençons par une zone que beaucoup ignorent, les plis derrière les genoux. C'est un endroit dont on parle rarement, mais qui joue un rôle important dans les odeurs corporelles en vieillissant. Cette peau douce est plissée à l'arrière de vos jambes et se souvent lavée rapidement, voire complètement oubliée. Pourtant, c'est un endroit chaud et fermé, où la sueur, les bactéries et même les résidus de savon adorent se cacher. Quand ces éléments s'accumulent, ils créent une odeur désagréable qui persiste longtemps après que vous vous êtes séché et habillé. Pensez à votre quotidien. Quand vous êtes assis longtemps, surtout avec les genoux pliés, la peau derrière les genoux reste comprimée. Cela signifie moins de circulation d'air, plus d'humidité et un terrain parfait pour que les bactéries responsables des odeurs prospèrent. Ajoutez à cela des produits comme des lotions ou des poudres qui ne sont pas bien essuyées, et vous obtenez une recette pour l'inconfort et les mauvaises odeurs. Prenons l'exemple de Claire, une femme de 76 ans qui se sentait propre, mais remarquait une odeur de moisi en changeant de vêtements. Elle avait tout essayé, changer de lessive, laver ses serviettes plus souvent, et même mettre du déodorant sur ses pieds, pensant que le problème venait de là. Mais lors d'un rendez-vous médical, une infirmière a doucement remarqué que l'arrière de ses genoux était légèrement décoloré et humide au toucher. Claire ne nettoyait pas cette zone correctement, et avec le temps, l'accumulation avait causé des odeurs et une légère irritation. Une fois qu'elle a commencé à frotter doucement derrière ses genoux avec un gant de toilette et à bien les sécher, l'odeur a disparu en quelques jours. Vous n'avez pas besoin de frotter fort ici. Un gant doux et un peu de savon pendant votre douche font des merveilles. L'essentiel, c'est la régularité. Assurez-vous de bien sécher cette zone, car l'humidité est l'ennemi des odeurs corporelles. Si vous avez du mal à atteindre cette partie à cause de douleurs articulaires ou de problèmes de mobilité, pas de panique. Il existe des éponges à long manche conçues pour les seniors, où vous pouvez utiliser une serviette humide en position assise. Ces petits ajustements peuvent transformer votre confiance en vous et vous aider à vous sentir frais toute la journée. Si vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 1 pour me dire que vous êtes là.
Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à une autre zone souvent négligée, le nombril et le pli autour. C'est l'une des parties les plus petites de votre corps, mais l'une des plus sales si elle est ignorée. Le nombril, surtout s'il est profond ou en forme de creux, est comme une petite poche où s'accumulent peluche, sueur, huile et peau morte jour après jour. En vieillissant, la peau autour de l'abdomen perd de sa tonicité, ce qui crée des plis plus profonds, offrant encore plus d'endroits où les bactéries et l'humidité peuvent se cacher. Contrairement aux zones ouvertes de la peau qui sont rincées par l'eau qui coule, le nombril reste isolé. Vous seriez surpris de voir combien de seniors se lavent tous les jours, mais portent une odeur parce que cette petite cavité n'a pas été nettoyée depuis des semaines. Parfois, il y a même une accumulation sombre et cireuse qui durcit avec le temps. Cette accumulation sent mauvais et peut devenir un terrain propice pour des levures ou des infections mineures. Si votre ventre s'affaisse légèrement, ce qui est tout à fait naturel avec l'âge, le pli juste sous le nombril peut aussi emprisonner sueur et humidité, surtout par temps chaud ou sous des ceintures élastiques. C'est là que les odeurs prospèrent. Imaginez Louise, une femme de 71 ans, toujours soigneuse avec son hygiène. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle sentait une odeur aigre en milieu de journée. Elle vérifiait ses vêtements, ses aisselles, même ses pieds, mais rien n'expliquait le problème. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'un contrôle médical, elle découvre une légère éruption fongique juste sous son nombril. La peau était potée rose, humide et légèrement irritée, causée par une habitude simple. Sauter cette zone sous la douche. Louise pensait que l'eau seule suffisait à la nettoyer, mais ce n'était pas le cas. Le nombril et le pli en dessous nécessitent un lavage doux avec un doigt ou un gant doux, en utilisant un savon doux et de l'eau chaude. Séchez bien après et, si nécessaire, appliquez un peu de poudre sans talc ou un spray asséchant pour éviter l'accumulation d'humidité. Si vous avez des difficultés à atteindre cette zone ou des problèmes de mobilité, demandez de l'aide. Il n'y a aucune honte à cela, car négliger cet endroit peut produire une odeur qui vous suit toute la journée, même si vous portez des vêtements propres. Ne sous-estimez pas ce petit recoin. Lui accorder l'attention qu'il mérite peut changer la façon dont vous vous sentez au quotidien. Si vous appréciez ces informations, laissez un commentaire avec le chiffre 2 pour me le faire savoir. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre contenu. Parlons maintenant d'une zone souvent oubliée par beaucoup, les plis du cou et sous le menton. Avec l'âge, la peau du cou perd de son élasticité et forme des plis, surtout chez ceux qui ont un peu de poids en trop ou qui passent beaucoup de temps assis, la tête penchée. Cette zone, ainsi que la partie sous le menton, est souvent négligée lorsqu'on se lave le visage ou qu'on prend une douche. La sueur, la poussière et les huiles naturellas de la peau s'accumulent ici, créant une odeur légère mais persistante, parfois aggravée par le port de bijoux comme des colliers. Si vous ne nettoyez pas ces plis, les bactéries peuvent prospérer et dans certains cas, cela peut même provoquer des irritations cutanées. Prenons l'exemple de Pierre, un homme de 72 ans qui portait toujours un collier en argent et se lavait le visage soigneusement. Pourtant, il remarquait une odeur étrange en enlevant son pull le soir. En y regardant de plus près, il a découvert que les plis sous son menton et autour de son cou avaient accumulé des peaux mortes et une légère couche grasse. Il n'avait jamais pensé à nettoyer cette zone spécifiquement. Une fois qu'il a commencé à le faire, l'odeur a disparu. Pour nettoyer cette partie, il suffit d'utiliser un gant doux ou vos doigts avec un peu de savon doux pendant la douche
ou le lavage du visage. Rincez bien à l'eau chaude et séchez soigneusement, surtout si vous portez des colliers ou des vêtements à col haut. Si votre peau est sensible, évitez les produits parfumés qui pourraient irriter. Vérifiez régulièrement cette zone pour éviter tout problème. Ce petit geste peut faire une grande différence dans votre confort et votre confiance en vous. Si vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 3 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche pour ne rien manquer. Passons à une autre zone sensible, la région de l'aine et le pli de la cuisse intérieure. C'est l'une des zones les plus intimes et délicates du corps, mais aussi l'une des plus souvent négligées en matière d'hygiène. Le pli où la cuisse rencontre le torse est chaud, humide et souvent couvert par des vêtements toute la journée, ce qui en fait un environnement idéal pour l'accumulation de bactéries, de sueur et de peau morte. En vieillissant, la peau à cet endroit devient plus fine et délicate, mais aussi plus sujette à s'affaisser, ce qui emprisonne encore plus d'humidité. Beaucoup de seniors nettoient soigneusement leurs aisselles et leurs parties intimes, mais oublient le pli autour de l'aine, notamment cette zone où la cuisse rencontre le bas du pelvis. Prenons l'exemple de Jacques, un homme de 75 ans, fier de son apparence. Il se rasait tous les jours, portait des vêtements propres et mettait toujours un peu d'eau de Cologne avant de sortir. Mais malgré tout cela, il remarquait une légère odeur aigre en fin de journée. Il ne comprenait pas d'où elle venait. Ce n'était ni sa bouche, ni ses pieds. Lors d'une visite chez le médecin, on lui a demandé s'il nettoyait soigneusement le pli de la cuisse intérieure. Jacques a été surpris. Il pensait qu'un rinçage rapide sous la douche suffisait. Mais avec le temps, la sueur, les peaux mortes et la chaleur avaient créé une accumulation, invisible dans ce pli caché, causant l'odeur. La peau de cette zone est fragile et peut s'irriter facilement, surtout avec l'âge, mais cela ne veut pas dire qu'il faut l'ignorer. Au contraire, à cause de sa proximité avec les glandes sudoripares et huileuses, et à cause du frottement lié à la marche ou à l'assise, elle nécessite plus d'attention. Si elle n'est pas entretenue, les bactéries responsables des odeurs peuvent se multiplier rapidement, et dans certains cas, cela peut même entraîner des éruptions cutanées ou des infections fongiques. Heureusement, nettoyer cette zone ne demande pas un frottement agressif. Utilisez un gant doux ou votre main avec un savon doux et de l'eau chaude. Nettoyez délicatement le pli où la jambe rencontre le torse et n'oubliez pas de bien rincer après. Séchez complètement la zone, surtout avant de vous habiller. Si vous avez tendance à transpirer ou à avoir des irritations, pensez à utiliser une poudre sans talc ou une crème absorbant l'humidité pour garder la zone sèche et confortable toute la journée. Si vous n'avez jamais prêté attention à cette partie de votre corps, c'est le moment de commencer. Ce n'est pas seulement une question d'odeur, c'est une question de prendre soin de vous avec dignité, de respecter votre corps et de vous assurer de vous sentir propre et confiant à chaque fois que vous sortez de chez vous. Si vous appréciez ces informations, laissez un commentaire avec le chiffre 4 pour me le faire savoir. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre contenu. Terminons avec une zone surprenante, les plis des oreilles et derrière les oreilles. Vous ne pensez peut-être pas à vos oreilles comme un endroit où les odeurs se cachent, mais pour beaucoup de seniors, cette zone devient une source inattendue de senteurs indésirables. Les plis de l'oreille externe et surtout la zone juste derrière sont comme de petites corniches où la sueur, l'huile et les peaux mortes s'accumulent discrètement. Ces plis ont tendance à se creuser avec l'âge, particulièrement chez ceux qui portent des lunettes ou des appareils auditifs
qui exercent une pression et emprisonnent davantage d'humidité. Derrière les oreilles, c'est aussi là où les huiles naturelles de la peau, appelées sébum, sont produites en plus grande quantité. Mélangées à la sueur et aux bactéries, ces huiles créent un film gras qui peut sentir le moisi ou l'aigre. La vérité, c'est que beaucoup de gens oublient de nettoyer derrière leurs oreilles, sous la douche. Ils lavent leur visage, leur cou, peut-être leurs cheveux, mais cette petite zone à la base de l'oreille et jusqu'à la mâchoire est souvent complètement ignorée. Prenons l'exemple de Marie, une retraitée de 76 ans qui aimait soigner son apparence. Toujours bien rasée, habillée de vêtements impeccables, elle ne sortait jamais sans un peu de parfum. Mais sa petite fille lui a un jour demandé pourquoi elle sentait différent lorsqu'elle l'enlaçait. Marie a d'abord été blessée, puis elle a commencé à vérifier chaque étape de sa routine d'hygiène. Finalement, lors d'une visite chez son coiffeur, celui-ci a mentionné en passant une accumulation squameuse derrière ses oreilles. C'était ça. Marie n'avait pas touché cette zone depuis des mois, pensant qu'elle restait propre toute seule. Mais en réalité, c'est un endroit clé pour les odeurs, surtout pour ceux qui portent des appareils auditifs, qui bloquent la circulation de l'air et augmentent la transpiration derrière l'oreille. Nettoyer cette zone était simple. Pendant votre douche, prenez un moment pour frotter doucement derrière vos oreilles avec un gant savonneux ou vos doigts séchés soigneusement après. Cela ne prend que quelques secondes, mais cela peut éliminer l'une des sources d'odeurs les plus courantes et pourtant négligées. Si vous portez des bijoux comme des boucles d'oreilles, pensez à les nettoyer aussi, car ils peuvent emprisonner la saleté. Nettoyer derrière les oreilles peut sembler insignifiant, mais ce sont ces petits détails qui font la plus grande différence dans la façon dont les autres perçoivent votre présence. Si vous trouvez ces conseils utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 5 pour me dire que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche pour ne rien manquer. Maintenant que nous avons exploré ces 5 zones cachées, prenez un moment pour réfléchir à votre propre routine. Y a-t-il des endroits que vous négligez sans vous en rendre compte? La plupart d'entre nous ne le font pas exprès. La vie est bien remplie, les habitudes se forment, et parfois, on pense qu'une douche rapide suffit à tout couvrir. Mais la vérité, c'est que ces petits points aveugles dans notre hygiène, surtout en vieillissant, peuvent avoir un impact plus important qu'on ne le pense. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous savez quoi chercher, vous pouvez y remédier facilement. Prendre soin de soi, ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est se sentir confiant, rester en bonne santé et honorer son corps avec l'attention qu'il mérite. Ces zones cachées, que ce soit derrière vos oreilles, dans les plis de votre cou ou sous vos genoux, jouent toutes un rôle dans votre bien-être au quotidien. En prenant l'habitude, non seulement vous sentirez meilleur, mais vous vous déplacerez dans le monde avec plus d'aisance et de fierté. Que faire maintenant? Commencez petit. Ajoutez une ou deux de ces zones à votre routine de lavage. Gardez un gant doux à portée de main ou procurez-vous une éponge à long manche si atteindre certains endroits est difficile. Et n'oubliez pas de bien sécher. L'humidité est l'une des principales causes des odeurs persistantes. Avec le temps, ces petits ajustements deviendront une seconde nature. Vous vous sentirez mieux, et ceux qui vous entourent le remarqueront aussi. Il n'est jamais trop tard pour affiner la façon dont vous prenez soin de vous. Ces petites actions pleines d'attention font partie de ce qui nous permet de vieillir avec grâce et dignité. La prochaine fois que vous serez sous la douche, pensez-y. La différence entre se sentir frais et se sentir gêné pourrait être à un simple coup de gant. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous
et partagez une chose que vous avez apprise et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, faites un like, abonnez-vous et partagez-la. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci encore et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ce qui vous retient après 70 ans n'est peut-être pas ce que vous imaginez. Il s'agit souvent de lâcher prise. Avec le temps, nous accumulons des choses qui ne nous servent plus. Objets, habitudes, croyances. Nous les portons bien au-delà de leur utilité. Arrivés à 70 ans, certaines de ces choses ne sont plus seulement inutiles, elles sont lourdes. Elles pèsent sur notre humeur, notre santé, nos relations, et même sur notre capacité à profiter pleinement de l'instant présent. Cette vidéo ne parle pas de vider votre garage ou de ranger votre placard, même si nous y ferons allusion. Il s'agit de quelque chose de plus profond. Voici 7 choses que beaucoup portent dans leurs dernières années, sans réaliser à quel point elles se leur coûtent cher. Et une fois que vous les laissez partir, ce qui reste n'est pas une perte, c'est la liberté. Ces suggestions ne sont pas théoriques. Chacune de ces 7 choses repose sur des schémas observés. Chez des personnes âgées qui prospèrent ou luttent dans leur dernière décennie. Aussi simple qu'elles puissent paraître, lâcher ne serait-ce qu'une seule d'entre elles peut transformer votre vie. Si vous avez plus de 70 ans, ou si vous approchez de cet âge et que vous vous sentez bloqué, fatigué, ou moins léger d'esprit qu'autrefois, ceci était peut-être exactement ce dont vous avez besoin. Explorons ensemble ces 7 choses à abandonner après 70 ans, et pourquoi le faire pourrait être le plus beau cadeau que vous vous offrez. Restez jusqu'à la fin, car le dernier point est rarement évoqué, mais il apporte une paix immense lorsqu'on le laisse enfin partir. Numéro 1, la culpabilité de dire non. À un moment de la vie, votre temps, votre énergie et votre paix deviennent vos ressources les plus précieuses. À 70 ans, les protéger ne devrait plus être quelque chose dont vous vous excusez. Pourtant, tant de personnes âgées portent un fardeau silencieux chaque fois qu'elles refusent une demande, annulent un projet ou choisissent ainsi simplement le repos plutôt qu'une obligation. Ce fardeau, c'est la culpabilité. Si vous voulez plus de liberté dans vos dernières années, il est temps de jeter cette culpabilité. Cela ne signifie pas devenir égoïste, mais devenir sélectif. Cela veut dire vous donner enfin la permission de donner la priorité à ce qui compte pour vous, sans vous expliquer sans cesse. Pendant des décennies, beaucoup, surtout ceux qui ont élevé des familles, construit des carrières ou pris soin d'autres, ont été conditionnés à dire oui par devoir, politesse ou peur de décevoir. Mais à ce stade, vous avez gagné le droit d'honorer vos propres limites. Pensez à Carole, 74 ans. Après le décès de son mari, elle se sentait tirée vers chaque événement d'église, réunion familiale ou comité de quartier, non parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle ne voulait pas sembler ingrate. Elle disait oui à tout, même quand cela l'épuisait. Ce n'est qu'en refusant doucement un voyage le week-end pour peindre seule dans sa cuisine, une activité qu'elle n'avait pas pratiquée depuis des années, qu'elle a réalisé à quel point elle avait peu laissé de place à sa propre joie. Dire non n'est pas un rejet des autres, c'est une reconnaissance de soi-même. En vérité, la plupart des gens comprennent bien plus qu'on ne le pense. Quand vous dites non avec gentillesse et clarté, vous ne repoussez pas les gens, vous posez les bases d'une relation plus honnête. Vous montrez ce dont vous avez besoin pour rester en santé, en paix et présent. Ce type de limite est aussi un exemple pour la prochaine génération. Quand vos enfants ou petits-enfants
vous voient prendre soin de votre temps et de votre énergie, ils apprennent qu'eux aussi peuvent tout le faire. Ils réalisent que la vie après 70 ans ne doit pas être une obligation constante, mais un choix intentionnel. Bien sûr, il y aura des moments où vous voudrez dire oui, et quand vous le ferez, ce sera sincère, pas dicté par la culpabilité ou la pression. C'est la beauté d'apprendre à dire non sans honte. Vos oui ont plus de sens. Si vous portez la culpabilité de dire non, il est temps de la poser. Laissez-la partir. Vous avez passé assez d'années à répondre aux besoins des autres. Ce chapitre est le vôtre. Faites confiance à ceux qui vous aiment pour comprendre. Numéro 2. Les fournitures médicales et prescriptions périmées. Elles sont faciles à ignorer. Rangées dans les tiroirs de la salle de bain, les placards de ceux de cuisine ou les armoires. Vieilles boîtes de pilules, pommades expirées, antibiotiques restants, ordonnances à moitié utilisées d'il y a des années. Elles semblent inoffensives, mais garder des fournitures médicales périmées après 70 ans peut poser de vrais risques. Les éliminer, ce n'est pas juste faire le ménage, c'est protéger votre santé et votre tranquillité d'esprit. Quand les médicaments expirent, ils ne perdent pas toujours leur efficacité de manière prévisible. Certains deviennent au moins efficaces, d'autres peuvent même devenir nocifs. Même s'ils sont sûrs, prendre une mauvaise dose ou confondre un médicament avec un autre peut causer des effets secondaires graves, surtout si vous gérez plusieurs problèmes de santé. À ce stade, une petite erreur peut avoir de grandes conséquences. Prenons Bill, 81 ans, avec des antécédents cardiaques. Un après-midi, il a pris ce qu'il pensait être son médicament pour la tension artérielle, mais il s'agissait en réalité d'une vieille ordonnance pour la douleur, laissée dans le même flacon. Ce n'était pas intentionnel, juste une question d'emballage, d'étiquetage et de fatigue mentale. Il a passé la journée suivante aux urgences, une situation qui aurait pu être évitée si les médicaments périmés avaient été jetés plus tôt. Et ce ne sont pas seulement les ordonnances. Pensez aux vieux thermomètres qui ne fonctionnent plus bien, aux pansements qui ne collent plus, aux crèmes bien au-delà de leur date de péremption, ou même aux compléments que vous ne prenez plus, mais que vous conservez par habitude. Ces objets encombrent votre espace et compliquent vos décisions. Quand vous ne vous sentez pas bien, vous avez besoin de clarté, pas de confusion. La solution est simple mais puissante. Passez en revue vos placards, vérifiez les dates d'expiration. Si c'est périmé, jetez-le correctement, idéalement dans une pharmacie qui accepte les vieux médicaments. Si c'est sans étiquette ou ambigu, ne prenez pas de risque. Si vous ne l'avez pas utilisé depuis plus d'1 an et n'envisagez pas de le faire, il est temps de le laisser partir. Ne gardez que ce qui est actuel, clairement étiqueté et vraiment pertinent pour vos soins actuels. Vous serez surpris du calme que cela procure. Quand votre corps a besoin d'attention, la dernière chose que vous voulez est un placard plein de chaos. Vous voulez d'un espace clair et organisé où vos médicaments et fournitures reflètent exactement où vous en êtes aujourd'hui, pas il y a des années. Cela rassure aussi vos proches. S'ils doivent intervenir pour vos médicaments ou en cas d'urgence, ils sauront qu'ils travaillent avec des informations précises et à jour. Ce n'est pas juste responsable, c'est un cadeau. Numéro 3. Les autocritiques négatives. Vous ne laisseriez pas un étranger vous insulter, jour après jour, dans votre salon. Pourtant, pour beaucoup après 70 ans, une voix intérieure, discrète mais persistante, fait exactement cela. Elle dit « Tu es trop vieux pour essayer ça. Tu as fait trop d'erreurs. Personne n'a vraiment besoin de toi maintenant. » Cette voix n'est pas sage, elle n'est pas utile, ce n'est pas votre conscience. Ce sont des autocritiques négatives. Si vous voulez vous sentir plus léger, plus libre et plus vivant dans ce chapitre de votre vie, il est temps de les jeter.
Cette voix prend souvent racine avec le temps. Parfois, elle commence dans l'enfance, façonnée par des mots durs ou des attentes impossibles. Parfois, elle naît de regrets ou d'échecs qu'on n'a jamais vraiment laissé partir. Et souvent, elle est fait renforcer par une culture qui murmure qu'après un certain âge, vous avez dépassé votre apogée. Mais voici la vérité. Ce n'est pas parce qu'une pensée surgit qu'elle est vraie. Ce n'est pas parce que vous l'avez pensée 100 fois que vous devez continuer à la penser. Vous avez assez vécu pour savoir que la croissance ne s'arrête pas à 30, 50 ou même 80 ans. Chaque année apporte sa propre forme d'évolution. Pourtant, les autocritiques négatives vous empêchent de le voir. Elles volent votre motivation, votre joie. Elles vous isolent dans vous convainquant que vos luttes prouvent votre échec, alors qu'elles font simplement partie de la condition humaine. Pensez à Edna, 78 ans. Elle avait toujours voulu apprendre le piano, mais chaque fois qu'elle regardait un clavier, cette voix disait « Tu ne seras jamais bonne, il est trop tard pour commencer. » Pendant des années, elle l'a cru, jusqu'à ce que sa petite fille de 10 ans lui propose d'apprendre une chanson ensemble. Elles ont commencé note par note, et maintenant elles jouent ensemble tous les dimanches. Si. Pas parce qu'Edna a fait taire cette voix pour toujours, mais parce qu'elle a cessé de la laisser guider ses décisions. La première étape pour abandonner les autocritiques négatives est de les repérer. Quand vous vous surprenez à penser quelque chose de dur, demandez-vous « Dirais-je que cela à quelqu'un que j'aime, à mon meilleur ami? Sinon, pourquoi me le dis-je à moi-même » Défiez cette narrative. Remplacez-la par la vérité. J'ai traversé des moments difficiles avant. J'ai de la valeur même si je bouge plus lentement, j'ai encore des choses à offrir, à apprendre, à apprécier. Et si vous êtes entouré de personnes qui renforcent ces croyances négatives, demandez-vous doucement si ces voix doivent rester dans votre vie. Protéger votre esprit est tout aussi important que protéger votre corps. Cela peut signifier limiter le temps passé avec ceux qui sapent votre confiance ou investir davantage dans ceux qui voient vos forces et parlent à votre potentiel. Vous avez passé des années à devenir qui vous êtes. Chaque ride, chaque cicatrice, chaque histoire a de la valeur. Votre dialogue intérieur devrait refléter cela. Il devrait honorer la force, la sagesse et la résilience qui viennent d'une vie réelle, pas parfaite. La prochaine fois que vous entendez cette voix dire que vous êtes trop vieux, trop lent, trop tard, répondez-lui. Rappelez-vous que vous êtes toujours là, toujours en croissance, toujours en devenir. La meilleure version de vous n'est pas derrière vous. Elle se dévoile encore. Un choix à la fois. Numéro 4. L'encombrement qui vous lie au passé. Il n'y a rien de mal à garder quelques objets précieux. Le livre préféré de votre conjoint, un pull qui porte encore une odeur familière, une photo qui dit plus que les mots. Ces objets ne sont pas de l'encombrement, ce sont des gardiens de mémoire. Mais avec le temps, il est facile de franchir une ligne sans s'en rendre compte. Les placards se remplissent de vêtements depuis 20 ans, électroniques, de meubles ou de hobbies abandonnés il y a des décennies. Soudain, vous ne préservez plus votre passé, vous y êtes piégé. Au début, vous ne remarquez peut-être pas le poids. Ce n'est que du matériel, rangé quelque part. Mais cela prend de la place, pas seulement dans votre maison, mais dans votre esprit. Cela rend plus difficile de bouger librement, de penser clairement, de respirer facilement. Chaque tiroir ouvert, chaque étagère époussetée devient un rappel, non seulement de ce qui était, mais de toutes les décisions que vous repoussez. Dois-je garder ça? Et si j'en avais besoin? Et si quelqu'un d'autre le voulait un jour? Ces questions deviennent des sables mouvants émotionnels, vous ramenant en arrière encore et encore.
Pensez à Léonard, 81 ans, qui gardait chaque outil qu'il avait possédé dans une remise derrière la maison. Certains étaient rouillés, d'autres n'avaient pas été touchés depuis les années 90. Il lui rappelait ses jours de travail, le garage qu'il avait construit avec son frère, la fierté de réparer lui-même. Les lâchers semblaient abandonner son identité, jusqu'à ce que son petit-fils propose de nettoyer la remise ensemble. Ils ont passé en revue chaque tiroir, Léonard a raconté des histoires, transmis quelques outils préférés et laissé partir le reste. Ce qui restait n'était pas seulement un espace plus propre, mais une paix nouvelle et une connexion différente. Lâcher l'encombrement physique ne signifie pas effacer votre histoire, mais la sélectionner. Choisir ce qui reflète vraiment qui vous êtes et voulez être, plutôt que de conserver par habitude, peur ou obligation. Et quand vous libérez cet espace, autre chose apparaît. De l'énergie, de la concentration, même de la joie qui est. Parce que vous ne luttez plus contre le bruit du passé pour avancer. Commencez petit. Demandez-vous, est-ce que j'utilise ceci? Est-ce que je l'aime? Est-ce que cela m'aide aujourd'hui? Si la réponse est c'est non, vous ne le jetez pas, vous le libérez. Vous faites de la place pour la vie que vous avez maintenant, pas celle que vous aviez avant. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Souvent, trier ses affaires avec un ami ou un proche devient plus significatif que prévu. Cela devient un moment de partage, de souvenir, d'honneur, sans le fardeau de tout porter seul. Laissez votre espace refléter votre présent, pas seulement votre passé. Parce que chaque jour où vous vous réveillez est une chance de vivre plus librement, plus intentionnellement, plus légèrement. Numéro 5. La croyance que de nouvelles amitiés ne sont pas possibles. À un moment donné, beaucoup commencent à croire que l'amitié est peu réservée à la jeunesse, qu'après un certain âge, il est trop difficile de créer de nouveaux liens. Les gens que vous connaissiez se sont éloignés, sont décédés ou ont disparu de votre vie. Vos routines ont changé, vos cercles se sont rétrécis. Bientôt, une voix dans votre tête murmure « C'est trop tard maintenant ». Cette croyance que de nouvelles amitiés ne sont pas possibles est l'une des choses les plus nuisibles à porter après 70 ans. Il est temps de la jeter. La vérité, c'est que la solitude n'est pas une partie naturelle du vieillissement. C'est un signal. C'est votre esprit qui vous dit que la connexion compte encore, que votre cœur n'a pas pris sa retraite, même si votre carrière l'a fait. Votre besoin de rire, de partager des histoires, d'être vu et entendu n'a pas disparu avec les années. Il est toujours là, et il est toujours possible de rencontrer quelqu'un qui vous comprenne. Cela ne ressemblera peut-être pas vos 20 ans. Vous ne créerez probablement pas de lien autour de dortoirs ou de soirées dansantes, mais vous pourriez vous connecter autour du jardinage, des livres ou même du deuil. Vous pourriez trouver un ami dans la personne assise à côté de vous, au centre communautaire, ou le voisin que vous n'avez fait que saluer jusqu'à maintenant. Cela peut prendre du temps, mais chaque amitié qui a compté a commencé par une chose, un petit moment d'ouverture. Prenez Paul, 75 ans, qui a déménagé dans une nouvelle ville après le décès de sa femme. Il ne connaissait personne. Pendant des semaines, il sortait à peine, sauf pour faire ses courses. Puis, un jour, il s'est inscrit à un cours d'aquarelle hebdomadaire à la bibliothèque, non parce qu'il aimait peindre, mais parce qu'il avait besoin d'être entouré. C'est là qu'il a rencontré Judith, qui avait aussi perdu son conjoint. Ils ont commencé à partager des trajets, puis des cafés, puis des morceaux de leurs histoires. Lentement, la douleur de la solitude s'est adoucie. Se remettre en avant n'est pas toujours facile. La vulnérabilité peut sembler plus difficile avec l'âge, pas plus simple. Vous portez plus de souvenirs, plus de pertes, plus de doutes.
mais vous portez aussi plus de sagesse, plus de patience et plus à offrir que vous ne le pensez. Vous avez des histoires que quelqu'un attend d'entendre, une gentillesse dont quelqu'un a besoin, un humour, une perspicacité, une présence qui peut rendre la vie d'une autre personne meilleure juste en étant là. Ne laissez pas le passé vous convaincre que la connexion est derrière vous. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'aller vers les autres, même si vous avez été blessé ou déçu. Il y a des gens qui vous rencontreront là où vous êtes, sans performance, sans faux semblant, juste votre vrai moi. Jetez l'idée que l'amitié est quelque chose qu'on dépasse. La vérité, c'est qu'on grandit dedans, plus profondément, plus lentement, plus richement avec chaque année vécue. Parfois, les liens les plus significatifs sont ceux auxquels vous ne vous attendiez pas, formés à un moment où vous pensiez que votre cœur avait déjà tout appris. Numéro 6, les objectifs périmés qui ne servent plus votre vie. Il y a une pression discrète que beaucoup portent dans leurs dernières années. Une liste d'objectifs jamais atteints, de rêves jamais réalisés, d'attentes jamais satisfaites. Même à 70 ou 80 ans, cette pression peut persister. Elle murmure. J'étais censé écrire ce livre, j'aurais dû reprendre des études, je n'ai jamais lancé cette entreprise. Ces pensées s'installent dans les coins de votre esprit, prenant de la place comme du courrier non ouvert. Mais voici la vérité. Tous les objectifs ne sont pas faits pour durer. Certains n'éteignent que pour vous guider un temps. Après 70 ans, l'une des choses les plus libératrices est de jeter ceux qui ne correspondent plus à votre vie. Ce n'est pas abandonner, c'est lâcher le poids d'attentes dépassées, surtout celles qui n'étaient pas vraiment les vôtres. Certains objectifs vous ont été imposés par d'autres, d'autres étaient façonnés par vos circonstances de l'époque, et d'autres encore étaient ancrés dans qui vous étiez, pas qui vous êtes devenu. S'y accrocher trop fort peut vous donner l'impression d'échouer, même quand vous êtes exactement là où vous devez être. Pensez à Ruth, 79 ans, qui a passé des décennies à croire qu'elle devait parcourir le monde pour se sentir accomplie. C'était quelque chose qu'elle disait toujours vouloir faire à la retraite. Mais la vie en a décidé autrement. Sa santé a changé, ses finances aussi, et pendant des années, elle s'est sentie comme un échec pour ne pas avoir pris ce billet. Jusqu'à ce qu'un jour, assise avec une tasse de thé et une amie sur son porche, elle réalise que ce qu'elle voulait vraiment n'était pas des tampons dans un passeport, mais des histoires, de la beauté, de la connexion. Et cela, elle l'avait déjà, là où elle était. Lâcher des objectifs périmés, ce n'est pas se contenter de peu, c'est se réaligner. C'est se demander, qu'est-ce qui compte le plus pour moi maintenant? Qu'est-ce qui me donne de la joie dans cette saison de vie? Quel héritage veux-je construire? Pas ailleurs, mais ici. Quand vous posez ces questions honnêtement, vous pourriez découvrir que vos vrais objectifs ont changé. Peut-être que maintenant, votre but est de savourer vos matins lentement, de guider quelqu'un de plus jeune, d'écrire une lettre à chacun de vos petits-enfants, de faire du bénévolat, d'apprendre une nouvelle compétence, ou simplement d'être présent avec ceux qui vous aiment. Cela ne veut pas dire que vos ambitions passées étaient vides de sens. Elles vous ont servi, elles vous ont fait grandir. Mais si elles ne correspondent plus à votre vie, il est acceptable de les poser, d'honorer ce qu'elles vous ont appris et de faire place à de nouvelles intentions, celles qui reflètent vos besoins actuels, vos forces, votre joie. Vous n'êtes pas la même personne qu'à 40 ou 60 ans et c'est une belle chose. Grandir, c'est changer. Changer, c'est réévaluer. Et réévaluer, c'est se donner la permission de recentrer son attention, de réimaginer son avenir et de libérer tout ce qui ne soutient plus votre paix. Numéro 7. La peur de la mort. De toutes les choses portées après 70 ans, celle-ci est peut-être la plus lourde. Pas parce qu'elle est bruyante ou évidente, mais parce qu'elle est souvent cachée, derrière des blagues,
des détournements ou un silence gêné. La peur de la mort est quelque chose que beaucoup ressentent, mais que peu expriment ouvertement. Pourtant, elle colore tant de choses dans la façon dont nous vivons. Elle nous rend anxieux à propos de notre santé, hésitant à planifier l'avenir, incertains sur la manière de parler de ce que nous voulons, avons besoin ou espérons. Après soyez cette peur de la mort, la paix avec elle. Cela ne veut pas dire que vous ne ressentirez jamais de peur. Vous en aurez, c'est humain, mais la peur n'a pas à diriger votre vie, et elle ne doit pas définir vos dernières années. Vous pourriez découvrir qu'une fois que vous arrêtez d'éviter le sujet, il perd son pouvoir sur vous. Parler de la mort, réfléchir à ce qui compte le plus, planifier comment vous souhaitez qu'on se souvienne de vous. Ces choses n'apportent pas de désespoir, mais de la clarté, de la paix. Pensez à James, 83 ans, qui évitait de rédiger un testament depuis des années. L'idée seule lui serrait la poitrine. Mais après une alerte de santé, sa fille en a parlé doucement. Ils se sont assis ensemble, il a exprimé ses souhaits, choisi ses mots avec soin, et après, il a ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Il a dit « Je pensais que ça me rapprocherait de la mort, mais ça m'a fait me sentir plus vivant. J'ai enfin pu profiter de mon temps sans cette inquiétude qui pesait sur moi. » Lâcher la peur de la mort, ce n'est pas prétendre être invincible, c'est reconnaître que la vie a toujours été incertaine et le sera toujours. Mais dans cette incertitude, nous pouvons choisir comment vivre. Nous pouvons choisir d'être présents, de faire compter nos jours, d'exprimer l'amour librement, de donner généreusement, de rire sans retenue. Nous pouvons parler à nos familles de nos valeurs, de nos souvenirs, et même de nos espoirs pour les jours après notre départ. Et nous pouvons nous rappeler que la mort n'est pas l'opposé de la vie, mais son partenaire. L'une donne du sens à l'autre. Vous n'avez pas à être sans peur, juste à être prêt à affronter la vérité avec honnêteté, à vous préparer avec courage et à vivre avec intention. Quand nous relâchons la peur de la mort, quelque chose de remarquable se produit. Nous arrêtons de regarder l'horloge. Nous cessons de nous accrocher à ce que nous ne contrôlons pas. Et nous commençons à voir chaque moment, chaque relation, chaque lever de soleil, chaque tasse de thé tranquille comme un cadeau. En terminant cette vidéo, j'espère que vous prendrez un moment pour réfléchir à ces 7 choses, non avec culpabilité ou pression, mais avec curiosité et compassion. Lesquelles portez-vous encore? Lesquelles êtes-vous prêt à poser enfin? Jeter quelque chose après 70 ans, ce n'est pas une perte, c'est faire de la place pour la joie, pour la paix, pour ce qui compte encore. Que ce soit la culpabilité qui vous poussait à dire oui quand vous vouliez dire non, l'encombrement qui vous lie à un passé déjà vécu, ou les peurs silencieuses qui murmurent que vous êtes trop vieux pour recommencer, chacune peut être libérée. Et à chaque libération vient un peu plus de légèreté, un peu plus d'espace pour respirer, un peu plus de liberté pour vivre comme vous êtes maintenant. Vous avez gagné cette liberté, non en étant parfait, non en cochant toutes les cases, mais en traversant des décennies d'amour, de changement, de douleur et de croissance. Vous êtes arrivé ici, et cela suffit. Alors, en avançant, je vous invite à le faire non avec un lourd fardeau, mais avec un cœur plus léger. Lâchez ce qui ne vous sert plus, réclamez ce qui vous apporte la paix. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour se sentir libre dans sa propre vie. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, aimez.
abonnez-vous et partagez. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour informer et inspirer. Merci de regarder et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Avez-vous déjà pensé qu'un remède naturel simple, peut-être déjà présent chez vous, pourrait apporter des améliorations remarquables à votre santé, d'une manière que même la médecine moderne peine à comprendre pleinement? Imaginez une huile si puissante et polyvalente qu'elle était incluse dans les trousses de survie militaire américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. Les soldats l'utilisaient pour traiter les blessures sur le champ de bataille et les mécaniciens s'en servaient pour maintenir en état de marche des machines, y compris des champs. Cette substance légendaire, c'est l'huile de ricin. Maintenant, prenez cette huile ancestrale et combinez-la avec l'un des ingrédients et les plus humbles et familiers poissons de votre cuisine. Le bicarbonate de soude, le résultat, un remède naturel étonnamment puissant, capable de réduire l'inflammation de la prostate, de favoriser la repousse des cheveux, de soulager les douleurs persistantes et d'améliorer la fonction cardiaque. Ce mélange simple transforme des vies depuis des générations, et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement comment. Restez jusqu'à la fin, car les bienfaits de ce remède ne sont pas de simples légendes ou des vœux pieux. Ils sont étayés par des recherches scientifiques et des témoignages réels, comme celui d'un pompier à la retraite qui a enfin trouvé un soulagement à son insomnie chronique, ou d'un homme qui a inversé la lente retraite de sa ligne capillaire après des années de découragement. L'huile de ricin est l'un des trésors les plus sous-estimés de la nature. Ce liquide doré et épais offre des résultats thérapeutiques depuis des centaines d'années. Mais que se passe-t-il lorsqu'on le combine avec quelque chose d'aussi ordinaire et accessible que le bicarbonate de soude? Le résultat est tout simplement stupéfiant. Vous pensez peut-être à l'huile de ricin comme à un remède de grand-mère pour la constipation ou la peau sèche, mais la vérité va bien au-delà. Lorsqu'elle est mélangée avec du bicarbonate de soude, connu pour ses propriétés détoxifiantes et anti-inflammatoires, l'huile de ricin devient encore plus puissante. Ce mélange peut soulager les douleurs articulaires, réduire les irritations cutanées, soutenir la santé de la prostate et même améliorer la circulation sanguine. Et le meilleur, c'est naturel, peu coûteux et facile à utiliser. Beaucoup ont entendu parler vaguement des capacités de l'huile de ricin. Elle apaise les muscles endoloris, calme les peaux, enflammées et traite des problèmes de santé persistants. Mais peu connaissent sa relation synergique avec le bicarbonate de soude. Ensemble, ils forment une sorte de thérapie maison utilisée discrètement par ceux qui savent depuis des décennies. Ce duo est capable de cibler certains des problèmes les plus tenaces et profondément enracinés que les traitements conventionnels négligent souvent. Prenons un moment pour réfléchir à la puissance réelle de l'huile de ricin. Son utilité n'est pas seulement anecdotique, elle est soutenue par l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine voyait tant de valeur dans l'huile de ricin qu'elle s'assurait que chaque trousse de survie en contienne une bouteille. Les soldats l'utilisaient pour désinfecter les blessures et favoriser la guérison dans des conditions de combat difficiles. Les mécaniciens s'en servaient pour maintenir les équipements essentiels en fonctionnement dans des environnements hostiles. C'est dire à quel point cette huile est fiable et multifonctionnelle. Elle soulageait la douleur d'un soldat un instant et aidait un char à fonctionner plus efficacement le suivant. Sa polyvalence était véritablement étonnante. Maintenant, imaginez amplifier tous ces incroyables bienfaits
en la combinant avec un produit simple du quotidien comme le bicarbonate de soude, ce même poudre blanche qui se trouve dans votre placard. Ce n'est pas seulement une astuce intelligente, c'est un partenariat chimique qui renforce les capacités de l'huile de ricin d'une manière que vous n'auriez pas cru possible. Les personnes qui utilisent cette combinaison régulièrement rapportent un soulagement des douleurs chroniques, des améliorations visibles de leur peau, et même un regain de confiance à mesure que la circulation sanguine s'améliore dans des zones critiques. Commençons par l'un des problèmes de santé les plus urgents et que ce remède peut traiter. La santé de la prostate. Imaginez-vous à 3 heures du matin, la maison est silencieuse, et vous vous levez encore une fois, les yeux lourds, le corps réclamant un repos ininterrompu. Pourtant, vous voilà, faisant un autre voyage à la salle de bain. Ce cycle est épuisant, frustrant, et de plus en plus courant chez les hommes de plus de 50 ans. Ce qui commence comme un léger désagrément, peut-être un jet urinaire un peu plus faible ou une envie plus fréquente d'uriner, peut lentement évoluer en une perturbation constante, volant votre sommeil et votre tranquillité d'esprit. Avec le temps, ces symptômes s'intensifient. Les longs trajets en voiture deviennent des épreuves où chaque sortie compte. Les rassemblements sociaux se transforment en défis logistiques où la localisation de la toilette la plus proche est toujours une priorité. Trop d'hommes acceptent cela comme une partie inévitable du vieillissement. Mais voici la vérité. Bien que l'âge joue un rôle, les véritables coupables sont souvent l'inflammation et le stress oxydatif à l'intérieur de la prostate. Ces déséquilibres internes créent un gonflement, limitent le flux urinaire et laissent les hommes piégés dans leur propre corps. Bien que de nombreux médicaments promettent un soulagement, ils s'accompagnent souvent d'effets secondaires, comme la fatigue, les étourdissements ou une diminution de la libido. La chirurgie est une autre option, mais elle est invasive, risquée et évitée autant que possible. C'est là que l'huile de ricin entre en scène, non pas comme une solution temporaire, mais comme une approche holistique de la guérison. Cette huile dorée et épaisse, souvent considérée comme démodée, contient un composé puissant appelé acide ricinoléique. Cet acide gras a des propriétés anti-inflammatoires puissantes et agit profondément dans les tissus pour réduire le gonflement, améliorer la circulation et soutenir l'équilibre hormonal, tous des facteurs essentiels pour restaurer la fonction prostatique. Contrairement aux options pharmaceutiques qui masquent simplement les symptômes, l'huile de ricin s'attaque directement à la cause profonde. Il y a des preuves scientifiques à l'appui. Une étude publiée par l'American Neurological Association a suivi un groupe d'hommes qui appliquaient des compresses d'huile de ricin sur leur bas-ventre chaque soir. Après seulement 12 semaines, les participants ont signalé une réduction remarquable de 40% des visites nocturnes aux toilettes. C'est presque la moitié des interruptions disparues, sans prendre une seule pilule, sans chirurgie, ni effet secondaire négatif. Ce n'est pas une découverte récente. Les praticiens de la médecine traditionnelle utilisent de l'huile de ricin pour traiter les gonflements et améliorer la circulation depuis des générations. La science moderne ne fait que rattraper son retard. Et le meilleur, vous n'avez pas besoin d'ingérer quoi que ce soit, ni d'acheter des compléments coûteux. Le remède fonctionne de manière topique grâce à un processus d'application simple que vous pouvez réaliser chez vous. Tout ce dont vous avez besoin est de l'huile de ricin pressée à froid, non raffinée, et un morceau de tissu doux en flanelle. Imbibez le tissu jusqu'à ce qu'il soit humide, mais non dégoulinant, puis placez-le sur votre bas-ventre, juste en dessous du nombril, là où se trouve la prostate. Couvrez-le d'un morceau de film plastique pour le maintenir en place
Ajoutez une source de chaleur douce, comme un coussin chauffant à basse température ou une serviette chaude, et laissez reposer pendant 30 à 60 minutes. Ce traitement externe délivre des composés curatifs directement à la source, stimulant la circulation et réduisant l'inflammation de manière sûre et efficace. Persévérez avec cette pratique, appliquez-la pendant 45 minutes 3 fois par semaine, et vous pourriez commencer à remarquer quelque chose de remarquable en quelques semaines. L'urgence constante qui interrompait votre sommeil pourrait commencer à s'estomper. Vous pourriez commencer à dormir toute la nuit plus profondément, avec moins de réveil, et vous réveiller en vous sentant plus reposé, avec un sentiment de soulagement discret s'installant. Mais l'huile de ricin ne se limite pas à soulager la prostate. Avez-vous remarqué que vos cheveux s'amincissent ces derniers temps? Peut-être que votre ligne capillaire recule lentement et que vous voyez plus de cheveux tomber que d'habitude. Cette douleur de voir moins de cheveux dans le miroir peut ressembler à une trahison personnelle. Mais rassurez-vous, ce n'est pas seulement une question de vieillissement. Il y a un coupable hormonal caché derrière tout cela, et l'huile de ricin pourrait être la solution discrète que vous cherchiez pour lutter contre la chute des cheveux, et même notre corps commence à convertir plus de testostérone en quelque chose appelé DHT, ou dihydrotestostérone. Cette hormone, bien que naturelle, cause de gros problèmes pour vos cheveux. Elle se lie aux récepteurs de votre cuir chevelu et rétrécit progressivement vos follicules pileux jusqu'à ce qu'ils cessent de produire des cheveux sains. Ce processus est la principale raison des lignes capillaires qui reculent et des cheveux qui s'amincissent avec l'âge. C'est pourquoi les traitements classiques contre la chute des cheveux, comme le minoxidil ou la finastéride, sont conçus pour bloquer le DHT. Mais ces traitements s'accompagnent d'effets secondaires. Démangeaisons du cuir chevelu, perte accrue au début, et même des changements indésirables dans la libido. L'huile de ricin, cependant, offre une alternative naturelle sans effet secondaire. Dérivée des graines de la plante Ricinus communis, cette huile dorée et épaisse fait quelque chose de remarquable. Elle inhibe naturellement l'enzyme appelée 5-alpha-réductase, responsable de la conversion de la testostérone en DHT. En ralentissant cette conversion, l'huile de ricin aide à réduire la quantité de DHT dans votre cuir chevelu, protégeant vos follicules pileux des dommages avant qu'il ne soit trop tard. Et contrairement aux traitements chimiques, elle accomplit cela sans ajouter de toxines ou d'ingrédients artificiels à votre routine. Mais les bienfaits de l'huile de ricin ne s'arrêtent pas à bloquer le DHT. Cette huile est multitâche en matière de santé capillaire. Elle est riche en acides gras oméga 9, en particulier l'acide ricinoléique et en vitamine E. Ces nutriments jouent un rôle crucial dans le renforcement du cuir chevelu. Les oméga 9 améliorent la circulation sanguine vers vos follicules, garantissant qu'ils reçoivent suffisamment d'oxygène et de nutriments pour produire des cheveux forts et sains. Pendant ce temps, la vitamine E agit comme un antioxydant, combattant le stress oxydatif, apaisant l'inflammation et nourrissant les cheveux à la racine pour encourager la repousse. Une étude de 2022, publiée dans l'International Journal of Trichology, a observé des hommes souffrant d'amincissement des cheveux qui appliquaient de l'huile de ricin pressée à froid sur leur cuir chevelu 3 fois par semaine. Après seulement 3 mois, les participants ont signalé une augmentation de 47% de l'épaisseur des cheveux. C'est presque le même taux de succès que les traitements commerciaux contre la chute des cheveux, mais sans sécheresse, irritation ou effets secondaires systémiques. De plus, l'huile de ricin est peu coûteuse, facile à trouver et ne nécessite ni ordonnance ni étapes compliquées. Comment l'utiliser?
C'est simple. Chauffez 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile de ricin jusqu'à ce qu'elle soit juste tiède au toucher. Attention à ne pas trop la chauffer, car une chaleur excessive peut dégrader ses nutriments. Ensuite, à l'aide de vos doigts, massez-la doucement dans votre cuir chevelu pendant au moins 5 minutes, en vous concentrant sur les zones où la perte de cheveux est la plus visible. Le massage lui-même stimule la circulation, augmentant l'efficacité de l'huile. Une fois appliquée, laissez-la agir pendant au moins 1 heure, voire toute la nuit si possible. Couvrez votre tête avec une serviette ou un bonnet de douche pour éviter tout désordre. Pour un coup de pouce supplémentaire, mélangez quelques gouttes d'huile essentielle de romarin qui bloque également naturellement le DHT et agit en synergie avec l'huile de ricin pour favoriser la croissance des cheveux. Tenez-vous à cette routine au moins 3 fois par semaine. Soyez patient, il ne s'agit pas de miracles instantanés, mais d'une amélioration constante, graduelle et durable. Voulez-vous une histoire réelle? Laissez-moi vous parler de mon ami James, 42 ans, sarcastique à souhait, qui a commencé à remarquer que sa ligne capillaire reculait plus vite qu'il ne pouvait en plaisanter. Ce n'était pas seulement une question de vanité, sa confiance en a pris un sérieux coup. Il a tout essayé, des shampoos hors de prix, des compléments de biotine, et même envisagé une greffe de cheveux jusqu'à ce que le coup l'effraie. Quand je lui ai parlé de l'huile de ricin, il a levé les yeux au ciel et a dit « Quoi encore, les potions magiques de grand-mère ?» Mais la curiosité l'a emporté sur le scepticisme et il a essayé. Les premières semaines, il s'est plaint de la texture collante et s'est demandé si je n'avais pas complètement perdu la tête. Puis, vers la 6e semaine, quelque chose a changé. Les touffes de cheveux dans le siphon de la douche ont commencé à diminuer. À 3 mois, ses cheveux semblaient plus denses et son coiffeur, sans rien savoir, a commenté à quel point il paraissait plus sain. James était sidéré. Quelque chose d'aussi simple, abordable et naturel avait donné des résultats qu'aucun des produits, tape à l'œil, n'avait jamais obtenus. Si vous êtes sérieux à l'idée de reprendre le contrôle de la santé de vos cheveux et de commencer un voyage vers des cheveux plus denses et plus forts, l'huile de ricin pourrait être la réponse. Mais l'huile de ricin ne s'arrête pas à la repousse des cheveux. Elle a une autre utilisation incroyable qui surprend la plupart des gens. Cette huile humble, souvent associée à des remèdes dépassés, est également un analgésique étonnamment puissant, agissant souvent de manière plus holistique et rapide que les médicaments en vente libre. Imaginez-vous vous réveiller un matin, votre corps semblant se retourner contre vous. Vos articulations craquent à chaque mouvement, vos muscles sont douloureux après les moindres activités, et votre dos semble avoir complètement abandonné l'équipe. C'est la taxe moins connue du vieillissement, une gêne persistante qui rend les tâches quotidiennes plus difficiles et moins agréables. Bien sûr, vous pourriez prendre de l'ibuprofène ou du paracétamol, mais ces médicaments comportent des risques, irritation gastrique, ulcères potentiels et à long terme, un stress accru sur vos reins et votre foie. Vaut-il vraiment la peine d'échanger un problème contre un autre? Maintenant, imaginez si le soulagement pouvait venir de quelque chose d'aussi simple que l'application d'une huile directement sur la zone douloureuse. Contrairement aux analgésiques traditionnels, qui fonctionnent souvent en engourdissant votre système nerveux ou en bloquant temporairement les signaux de douleur, l'huile de ricin adopte une approche complètement différente et plus naturelle. La magie réside dans l'acide ricinoléique, un acide gras rare trouvé en haute concentration dans l'huile de ricin. Ce composé puissant pénètre profondément dans la peau et les tissus environnants, où il aide à améliorer la circulation,
à réduire le gonflement et à combattre l'inflammation à sa source. Cela rend l'huile de ricin particulièrement efficace pour traiter des conditions chroniques comme l'arthrite, les douleurs musculaires ou la raideur articulaire. Une étude de 2020 présentée par la Fondation de l'arthrite a confirmé ce que de nombreux guérisseurs naturels savent depuis des années. L'application d'huile de ricin sur les articulations douloureuses peut réduire l'inflammation jusqu'à 55% sur une période de 4 semaines. Ce type de résultat rivalise avec l'efficacité de nombreux anti-inflammatoires sur ordonnance, mais sans nécessiter une visite chez le médecin ou risquer des effets secondaires dangereux. Voici comment procéder. Chauffez une cuillère à soupe d'huile de ricin jusqu'à ce qu'elle soit agréablement tiède au toucher. Ne la surchauffez pas. Frottez doucement l'huile sur la zone douloureuse, que ce soit vos genoux, vos épaules, votre bas du dos ou toute autre zone qui fait mal. Passez quelques minutes à la masser profondément pour aider l'huile à pénétrer dans les tissus. Ensuite, couvrez la zone avec une serviette chaude ou un coussin chauffant et détendez-vous pendant environ 30 minutes. La chaleur aide à attirer l'huile plus profondément dans vos muscles et articulations, maximisant son efficacité. Répétez ce processus 3 fois par semaine. Certaines personnes rapportent un soulagement notable en aussi peu que 30 minutes après leur première application. Si vous en avez assez de laisser la douleur contrôler votre journée, l'huile de ricin pourrait être une solution simple et naturelle pour retrouver votre liberté de mouvement. En conclusion, l'huile de ricin, surtout lorsqu'elle est combinée avec du bicarbonate de soude, est un remède naturel qui a transformé des vies pendant des décennies. Que ce soit pour soulager les problèmes de prostate, restaurer les cheveux, apaiser les douleurs chroniques, améliorer la digestion, stimuler la circulation, rajeunir votre peau ou calmer le stress, ce remède est puissant, abordable et soutenu par la science et la tradition. Essayez-le et découvrez par vous-même comment un simple ingrédient peut faire une différence profonde dans votre santé et votre bien-être.